Comment lutter contre le management de merde? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Christophe Genoux, auteur du livre Leadership, Agilité, Bonheur au travail, Bullshit, livre paru en 2023 aux éditions Vuibert. Bonjour Christophe. Bonjour Denis. Alors je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sujet qui m'est cher, le management de merde. Et pourquoi ça m'est cher? C'est parce que c'est une des raisons qui m'a amené à lancer ce podcast pour lutter, on va dire, contre ce management de merde. Et je voudrais donc commencer par une définition avec vous. Christophe, d'après vous, c'est quoi le management de merde? Il y a plusieurs manières de le définir. Moi, en tout cas, j'ai essayé de le définir de deux manières. La première, c'est un peu une définition, on va dire, qui a une vocation à être un peu abstraite, mais qui est l'idée de dire, au fond, c'est à chaque fois que quelqu'un affirme une règle ou une norme ou un principe qui porte sur l'organisation du travail ou sur la gestion ou la conduite et qui repose sur un concept ou une théorie. Alors, dit comme ça, on va dire, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que soit la théorie, soit les fondements empiriques de cette affirmation sont nuls ou faibles, ou voire même les effets sont néfastes. Je prends un exemple. Quand on dit le leadership authentique rend les organisations plus performantes, j'énonce une règle où je prédis quelque chose en m'appuyant sur un concept, ici le leadership authentique, et je prédis qu'il va se passer quelque chose, l'organisation va devenir plus performante. Le seul problème, c'est que si je prends cette affirmation-là, elle repose sur un concept de leadership authentique qui tient pas debout, c'est-à-dire qui est victime d'aporie logique en lui-même, c'est-à-dire l'authenticité est un concept extrêmement vaseux et difficile à opérationnaliser. Et puis en plus de ça, on n'a aucune évidence empirique qui nous permet de dire que oui, les leaders plus authentiques rendent leurs organisations plus performantes. Puis il y a un dernier point qui est de dire euh, ce bullshit managérial ou ce management de merde, il est énoncé par quelqu'un. Il y a un locuteur, il y a un consultant, un formateur, un coach, un dirigeant d'entreprise qui cherche à obtenir quelque chose. Il vend quelque chose. Au fond, il poursuit un but lui-même, c'est de vendre sa formation, de coacher ou d'intervenir. Donc, c'est pour ça que pour moi c'est important de relier ça toujours avec la locution de celui qui énonce la règle, c'est qu'il cherche à être performatif. Il est performatif, il veut changer les choses. Alors ça c'est, on va dire, un peu la définition un peu abstraite. Plus concrètement, quand on regarde la forme que ça prend, souvent ce management de merde, c'est une analogie pourrie. Par exemple, une organisation, c'est comme un organisme vivant, c'est une cellule. Chaque partie de la cellule a le même but euh, comme dans une organisation. C'est-à-dire qu'une organisation, tout le monde aurait le même but. Filer la métaphore et l'analogie organiciste, ça tient pas debout parce que dans la réalité, l'analogie tient pas jusqu'au bout. Et puis surtout, ça nous fait courir le risque de tomber dans une forme de darwinisme perverti euh, qu'on appellerait du spencerisme et qui nous amène à des problèmes logiques et des problèmes où au fond on expliquerait le fait qu'on se sépare par exemple des gens de manière brutale parce que l'organisation le besoin et que c'est la question de la survie. C'est souvent cette métaphore de il faut pour pouvoir survivre une organisation doit s'adapter. Une autre forme que prend le management de merde, c'est ce que j'appelle l'extrapolation moisie. C'est-à-dire, vous allez chercher quelque chose dans un champ, et puis vous l'extrapolez au management. Alors aujourd'hui, le plus spectaculaire et le plus drôle, c'est le quantique. Vous rajoutez quantique à management, vous arrivez au leadership quantique. On sait toujours pas ce que c'est, mais ça marche bien, quoi. Et ça, c'est vraiment l'extrapolation moisie. On va chercher dans un endroit, et puis on le traduit ça dans le management. Il y a aussi le neuro aussi. Tout ce qui est neuro est une extrapolation. Alors parfois qui a du sens, mais le plus souvent n'en a pas. Ou la zone de confort, qui est un concept qui repose sur rien, ou vaguement sur des études d'éthologues au début du XXe siècle sur des poulets. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui relève du n'importe quoi.
Troisième point, c'est vraiment alors là les problèmes plus méthodologiques de confusion entre corrélation et causalité. Un exemple, vous avez la Harvard Business Review qui vous publie un article dont le titre est les leaders intègres sont perçus de manière plus intègre. Oui, ben c'est juste une tautologie, quoi. Donc c'est quand même assez navrant une revue à vocation encore un petit peu académique publie ce genre de tautologie et on tombe dans ces travers de confusion entre corrélation, causalité, etc. Puis le dernier point, c'est l'absence de preuves. C'est-à-dire que bah, souvent, on affirme des choses qu'on n'arrive pas à prouver. Je prends à nouveau un exemple. C'est très à la mode aujourd'hui. On nous dit la méditation de pleine conscience rend les managers plus efficaces. Bah non, en fait. Si on regarde les évidences empiriques, puis qu'on lit les méta-études, d'abord on constate que beaucoup d'études qui sont menées ont un problème méthodologique, il n'y a pas de groupe de contrôle, on n'a pas de groupe de contrôle randomisé, enfin ce genre de choses. Et puis les seuls qui survivent aux critères épistémologiques nous montrent qu'en fait les effets sont extrêmement faibles. Et donc on peut pas vraiment prétendre ça. Donc voilà, pour moi c'est ça le management de merde, c'est une combinaison d'analogies pourries, d'extrapolations moisies, de problèmes épistémologiques et puis une absence de preuves. Dans le début de votre réponse, vous avez évoqué le leadership authentique. Là, je vous cite, pour faire référence au management de merde. Ce verbiage, en fait, qu'on entend, cette nouvelle langue, on va dire, de Majael, est-ce que c'est un des éléments qui permet de détecter ce management de merde? Oui, clairement. Alors le jargon en lui-même, il pose pas un problème. C'est-à-dire qu'il y a des professions qui ont des jargons et c'est parfaitement légitime. Je veux dire, les psychologues ont un jargon, les médecins ont un jargon, les physiciens ont un jargon, les astronomes ont un jargon, c'est pas un problème. Le problème, c'est que là qu'on parle d'un jargon qui est creux. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que veut dire l'authenticité et le leadership authentique, vous devez vous poser la question de ce que c'est qu'être authentique. Et c'est là où vous commencez à vous rendre compte que le concept lui-même, comme on le définit pas de manière extrêmement rigoureuse, ben on rentre vite dans la contradiction. C'est un des éléments de détection du management de merde. C'est le jargon ou un espèce de volapük totalement incompréhensible. Je prends pour exemple les constitutions holacratiques des entreprises libérées. Il faut lire ces textes, c'est à mourir de rire. Je veux dire, on n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, quand on vous dit on veut faire disparaître l'idée du chef, donc on vous parle de rôle, de redevabilité, puis tout d'un coup vous avez une phrase qui fait 4 lignes pour essayer de vous expliquer que, en gros, vous êtes responsable du domaine dont vous avez la charge. Ce genre de choses-là, ça doit être un déclencheur, ça doit allumer une petite lumière où on est probablement en train de vous enfumer, où on est sur quelque chose qui repose sur des fondements extrêmement fragiles. Mais il y en a d'autres de ces éléments qui nous permettraient d'identifier le bullshit. Ouais, vous anticipez ma question suivante. Si vous dites que c'est un des éléments, quels sont les autres éléments alors pour détecter ce management de merde? Moi, je pense qu'il y a il y a un effet de grandiloquence, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous fait un grand discours sur la transformation de l'organisation, sur devenez le leader qui sommeille en vous, quand il y a une espèce de grandiloquence verbale où on va vous emmener sur les chemins du bonheur et de l'extase organisationnelle, là, vous devez commencer à vous poser des questions. On est en train de me raconter une jolie histoire, mais probablement que ça tient pas beaucoup debout. Le deuxième point, c'est les promesses formulées. C'est-à-dire que quand on vous promet un truc tellement radical que si vous ne l'adoptez pas, vous êtes un idiot, vraisemblablement aussi on est en train de vous raconter des fadaises. Euh, je prends un exemple, la méditation par exemple. La méditation va rendre vos collaborateurs beaucoup plus efficaces. Vous allez voir, ça va être génial. Ou par exemple le neuro. On va faire du neuromanagement. Moi, je suis coach, je vais vous aider à booster votre plasticité cérébrale. Et vous allez voir à quel point les gens vont être beaucoup plus efficaces et résilients au stress, etc. Ce genre de promesse grandiloquente est aussi un indice qu'on est probablement en train de composer devant vous un quatuor pour instrument avant, quoi.
Voilà, enfin, il y a ça, il y a la surpsychologisation du propos dans les organisations où on vous explique que tout est émotion, intuition, ce qui est vrai, c'est-à-dire que dans nos processus de décision, bien sûr que ces éléments rentrent en compte, mais oublier l'organisation et le fait que les comportements peuvent aussi être des comportements rationnels au sens de j'ai de bonnes raisons de résister au changement, j'ai de bonnes raisons d'être en colère ou d'avoir peur, là aussi je pense qu'on est ça doit être un indice. Mais alors si si ce management de merde s'appuie sur rien de factuel, sur quelle croyance il arrive à s'appuyer pour exister aujourd'hui? Euh, En fait, pour essayer de les identifier, je pense qu'il faut se poser la question de quel est le regard que ces approches ont de l'individu ou de l'humain. Quelle est la conception de l'humain qu'on a à travers ces approches. Et moi, j'en ai identifié un certain nombre qui me semblent assez pertinentes. La première, c'est l'idée selon laquelle la pensée change la matière. Hein. C'est-à-dire, il suffit, c'est toute cette idée des états d'esprit, hein, des mindsets, comme on dit aujourd'hui. Et là, on est dans le développement personnel. L'idée de dire, il suffit de changer ce qu'il y a dans la tête des gens pour que l'organisation se transforme. En gros, c'est le discours, écoute Christophe, je pense que tu n'as pas le bon mindset, tu résistes au changement, tu n'as pas un mindset de croissance, il faut que tu es dans le mindset fixe, tu dois sortir de ta zone de confort. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle le Jediisme. C'est vraiment l'idée de dire, au fond, c'est comme Yoda qui essaie d'instruire Luke Skywalker en lui disant, alors avec la force de ton esprit, tu vas soulever ton vaisseau spatial dans le retour du Jedi. C'est la même chose. Sauf que dans les organisations, ça marche pas comme ça suffit pas. Et au fond, on est en pleine pensée magique, parce qu'il suffit pas de changer ce qu'il y a dans la tête des gens pour que l'organisation se transforme. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est le New Age, c'est-à-dire vraiment l'invasion du New Age dans le management qui, moi, m'effraie. Hein, c'est derrière toutes ces choses autour de la loi de l'attraction, la pensée positive, la méditation, enfin ce genre de choses, où on a un surinvestissement dans l'individu, ses capacités, et puis des pensées ésotériques, quoi. Enfin, je veux dire, on est juste dans plein délire quand on voit l'énéagramme qui est utilisé, voire même des outils comme le DISC ou le MBTI, qui sont quand même des choses qui viennent, certaines d'entre elles, juste de délire ésotérique. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Là, on a des croyances où on se dit, de nouveau, à faire appel à la spiritualité va transformer, transformer les gens. Encore peut-être un point, il y a une forme aussi de croyance à une sorte de méritocratie dévoyée. C'est-à-dire que l'idée de dire, et ça on est de nouveau dans le développement personnel, si tu mets suffisamment d'efforts, tu vas y arriver. C'est-à-dire, euh, fais naître le leader qui est en toi. Hein. Fais des efforts. Et si tu y mets suffisamment d'énergie, tu vas y arriver. Ce qui, à contrario, fait que celui qui n'y arrive pas peut se sentir coupable de ne pas avoir mis suffisamment d'énergie et donc tomber dans le burn-out, dans la dépression et ce genre de choses. Et c'est vraiment une méritocratie dévoyée parce qu'en réalité, elle ne tient pas du tout compte des contextes dans lesquels ces efforts peuvent être faits et qui fait que parfois on n'y arrive juste pas parce qu'on n'en est pas capable ou parce que l'organisation elle-même ne nous rend pas la possibilité de faire cela. Et ça, c'est mon dernier point, c'est l'idée de dire il y a une croyance derrière tout ce management de merde qui fait comme si les organisations n'existaient pas. Hein. Soit vous transformez, le manager se transforme en leader, hein, en cherchant son why avec Simon Sinek, son pourquoi, soit vous allez apprendre des techniques qui vont vous faire de vous le Scrum Master qui va transformer, grâce à l'agilité, votre organisation. Mais on fait comme si l'organisation n'existait pas. Comme si cette espèce de mystère qu'est l'action collective ne dépendait que de la volonté et de l'esprit pur et sain du leader ou de techniques dont participe aujourd'hui largement le numérique aussi. Et ça, c'est un problème. L'organisation n'existe plus. Dans ce que vous dites, j'entends certaines paresses intellectuelles au final, la volonté de pas aller plus loin que quelques grandes phrases ou
quelques personnes ayant, on va dire, un certain charisme, et ça s'allie avec une sorte de forte individualisation de l'approche du travail. On ne se concentre que sur l'individu, on lui fait porter même la responsabilité des difficultés de l'entreprise. Quand on détecte ça, comment on fait pour combattre à la fois cette individualisation, cette paresse intellectuelle et donc au final ce management de merde? C'est très compliqué parce que évidemment, résister à ça dans l'organisation alors que c'est l'organisation qui nous le fait subir, et notamment généralement plutôt notre hiérarchie, c'est compliqué de tout d'un coup se révolter puis de dire je refuse de participer à ce genre de choses. Je crois qu'on a été nombreux à participer, j'en ai même moi-même organisé, donc je suis un peu complice de ce que je critique aujourd'hui. J'ai été complice de ce que je critique aujourd'hui, mais on a tous été confrontés à ces séminaires infantilisants dans lesquels on vous demande de jouer avec des Legos pour chercher votre why, ou qu'on vous dit de vous déplacer dans une pièce pour essayer de matérialiser la manière dont vous allez vous débarrasser de vos pensées limitantes. C'est compliqué de lutter là contre quand vous êtes dans le séminaire, que vous avez votre supérieur hiérarchique qui est là, puis que vous avez tous vos collègues. Dire je refuse de participer à ça, c'est débile, et donc je m'en vais ou je ne participe pas, c'est compliqué. Donc les stratégies qu'on peut avoir, elles vont être à la marge, c'est-à-dire que et elles vont pas toutes être faciles à mettre en œuvre. Alors moi j'en propose quelques-unes qui sont plus ou moins difficiles à manier. La première, je pense qu'elle consiste à essayer d'obtenir des précisions de la part de celui qui émet ce management de merde ou ce bullshit, c'est-à-dire au fond, mais quelles sont vos sources, quels sont vos exemples, quels sont les fondements scientifiques, hein. Quand vous me dites que la méditation, ça marche aussi bien, sur quoi est-ce que ça repose? Quand vous me dites que l'authenticité est quelque chose qui marche bien ou que le bonheur au travail est quelque chose qui est tout à fait bénéfique pour tout le monde, sur quoi est-ce que vous vous fondez? Généralement, en commençant par ça, le bullshitter qui sait qu'il bullshit, il commence un tout petit peu à trembler des genoux, et puis vous avez des réponses qui sont généralement assez vaseuses. Ou alors à l'inverse, des réponses qui sont extrêmement on va dire verticales, en disant vous avez qu'à lire ceci, puis vous comprendrez. Ça, c'est un premier moyen d'essayer d'obtenir des précisions. Le deuxième, et ça c'est un outil que moi j'aime bien, c'est d'utiliser le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, au fond, soit de retourner l'argument contre le bullshitter, soit de le pousser jusqu'au bout. Par exemple, celui qui vous dit, pour continuer sur la métaphore de la méditation de pleine conscience rend l'entreprise plus efficace et les managers plus bienveillants, poser la question à la personne, bon, mais est-ce qu'on aurait dû introduire, je sais pas moi, la méditation de pleine conscience au sein du conseil d'administration quand il a pris la décision de virer 500 personnes dans l'entreprise? Est-ce que probablement, s'il avait fait de la méditation juste avant, aurait-il pris une décision plus bienveillante, vous voyez? Il y a un côté ironique, il y a un côté je pousse votre raisonnement jusqu'au bout pour essayer d'en relever l'absurdité ou en tout cas la limite. Puis le dernier point, mais ça c'est le plus difficile à utiliser, c'est utiliser l'ironie et le rire. C'est ce que moi j'essaye d'utiliser à travers mon livre ou mes interventions ou mes échanges. Mais ça, on peut pas tous se le permettre. C'est-à-dire que moi, je peux me le permettre parce que j'ai pas d'enjeu dans une organisation dans lequel je pourrais avoir des problèmes avec ça, mais évidemment que utiliser le cynisme au sens de la philosophie cynique de Diogène, c'est-à-dire j'utilise le rire pour décrédibiliser les puissants, c'est pas facile. Et puis en plus de ça, l'ironie, elle présuppose que vous imaginez que la personne qui est la victime de l'ironie est capable de la détecter ou de la comprendre. Ça, c'est un pari qui est parfois extrêmement douloureux à faire parce qu'on se rend compte que ça marche pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est difficile à manier, donc c'est compliqué. Mais ce que m'a révélé en tout cas les échanges avec les personnes avec qui ont lu l'ouvrage ou avec qui j'ai pu discuter, c'est qu'en fait les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces séminaires débiles, la plupart des gens, ils savent très bien qu'ils sont en train de faire quelque chose de débile. Sauf qu'ils présupposent que les autres pensent que c'est bien et donc je vais pas le dire publiquement parce que je vais me sortir du groupe, je vais être stigmatisé. Mais en fait, vous avez 80% des gens qui sont parfaitement conscients que ce qu'ils sont en train de leur faire, c'est complètement débile. Mais sauf que tout le monde se tait. Oui. Et ce qui justement m'amène une autre question. Si tout le monde, en tout cas, vit ça et vit plutôt mal ce genre de situation,
Si tout le monde se tait, est-ce que ça participe pas justement, ce silence, à faire propager ce management de merde et à le faire exister? Bah oui, bien sûr. Et c'est en ce sens, et c'est en ce sens-là que c'est extrêmement pervers, parce que souvent ce management de merde a la force de l'évidence, en tout cas, ou on va dire de de prime abord, mais les gens souvent ne sont pas dupes, et c'est pour ça que une des manières de se propager pour ce management de merde, c'est de voir que c'est une source et un renforcement de l'imposteur. C'est-à-dire que aujourd'hui, et parfois même des imposteurs qui ne le sont pas délibérément, hein, mais qui voilà, euh, vont utiliser ces espèces de pseudo-évidences pour pouvoir continuer à tenir un discours, pour pouvoir camoufler leur incompétence ou pour pouvoir camoufler leur absence de réflexion sur ce qu'est le management ou leur organisation. Et ça, c'est un des moyens de se diffuser. Il y a un article qui avait été très intéressant, qui avait été écrit par un prof de management anglais, qui disait au fond le bullshit managérial, le management managérial, n'oubliez jamais que c'est un créateur de liens dans une communauté. C'est-à-dire qu'il y a une communauté des bullshitters qui utilisent le jargon dont je parlais tout à l'heure et qui s'auto-alimentent. Moi, j'ai fait une expérience assez terrifiante d'aller dans un salon RH. Mais j'en suis ressorti, mais j'étais terrifié. C'est des gens qui sont... Alors, les DRH sont soumis vraiment à des problèmes réels, c'est-à-dire ils sont entre le marteau et l'enclume. Hein. L'enclume, c'est les collaborateurs qui attendent des réponses à leurs problèmes. Puis l'enclume, et puis le marteau, ce sont les dirigeants. Ils arrivent dans ces salons RH et on leur propose soit des solutions technologiques, soit des machins New Age. Et puis c'est tout ce qu'on leur propose. Moi j'étais terrifié, mais c'est aussi comme ça que ça se propage. Hein. C'est aussi comme ça que ça se vend. Et de bonne foi, je pense qu'une bonne partie des DRH et des dirigeants se dit ah bah oui, moi à mon problème de recrutement, de motivation, d'absentéisme ou de burn-out, bah oui c'est vrai, peut-être que installer un un œuf de méditation dans l'entrée de l'entreprise où les gens pourront se couper de sensations sensorielles en buvant des smoothies, peut-être que c'est une bonne idée. Et puis c'est comme ça que ça arrive dans les organisations. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que c'est même au niveau universitaire maintenant, on en arrive à des formations qui légitiment ce genre d'ânerie, quoi. Moi, ça m'inquiète. Vous parlez de communauté de bullshitters. C'est quoi en fait c'est qui en fait les figures de proue de cette communauté-là? Alors, dans l'organisation, je pense que c'est souvent les DRH. Alors, vous allez me dire, je suis méchant avec les DRH. Je pense qu'ils sont plus victimes qu'autre chose et ils sont complices malgré eux. Ils sont d'une certaine manière un peu les idiots utiles du bullshit dans les organisations, mais bien malgré eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le vocabulaire des DRH, largement secondé par une autre catégorie de personnes qui me détestent déjà et qui vont encore plus me détester, que sont une bonne partie des coachs qui entreprennent et qui diffusent ce genre d'âneries et qui pénètrent ainsi dans les organisations. J'étais encore la semaine dernière à une intervention auprès de responsables RH en Suisse et je leur ai dit de manière un petit peu vulgaire, mais enfin, si vous voulez avoir un petit peu moins de problèmes avec le bullshit managérial, vous devez faire une chose, c'est de sortir un coup de pied, un coup de pompe dans le derche, les coachs qui vous racontent n'importe quoi quand il s'agit de management, parce que vous devenez les complices de ce genre d'ânerie. Alors je veux pas dire que tous les coachs sont comme ça, il y en a qui sont très très bons, bien sûr, mais aujourd'hui c'est quand même une grande source de diffusion de ce genre d'ânerie. Ça passe aussi par cette profession qui doit vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être coach aujourd'hui, parce que quand on voit que vous pouvez être coach accrédité ICF, coach quantique ou chaman d'entreprise, coach chaman d'entreprise, franchement vous devez vous dire mais enfin coach, faites le ménage chez vous quoi. Les coachs sérieux, faites le ménage chez vous parce que votre profession et votre activité, elle est légitime, elle est intéressante, elle a un sens, elle est nécessaire. Mais enfin débarrassez-vous des bullshitters quoi. Et là il y a du boulot. Et je pense que une fois qu'on aura fait ça, on aura limité la contamination du bullshit au sein des organisations. Et justement, vous avez évoqué
en termes de figure de proue, vous avez évoqué tout à l'heure Simon Sinek, Ouais. qui pour moi est, on va dire, un grand représentant de ces bullshitters. Est-ce que vous en voyez d'autres, des personnes comme ça qui ont un aura à l'international et qui vendent des livres et des conférences par paquet de sang et qui participent à la propagation de ce management de merde? Oui, alors il y a les figures relativement bien connues comme ces coachs en développement personnel, comme Tony Robbins aux États-Unis, ou bien Oui. alors c'est déjà un peu plus ancien, Stephen Covey avec son ouvrage sur les 7 habitudes des gens efficaces, etc. Ça, c'est encore l'ancienne génération, on va dire, des bullshitters. C'est-à-dire, c'est à la fois le coach de développement personnel, puis ensuite l'autre qui est une espèce d'ancien dirigeant d'entreprise qui donne ses conseils. C'est pas forcément totalement inintéressant, mais c'est quand même généralement extrêmement superficiel. Moi, il y en a en tout cas deux qui m'ont surpris parce qu'en fait, quand j'ai commencé à reprendre l'enseignement, ça faisait longtemps que j'avais plus lu la littérature, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je lise aujourd'hui de bien pour être à la page, quoi. Puis on m'a dit, il y a deux auteurs que tu dois lire. C'est Otto Scharmer avec la théorie U, Theory U, et puis Frédéric Laloux avec Reinventing Organization, et notamment ses organisations opales. Puis j'ai lu les deux, puis je suis tombé par terre tellement c'était mauvais. J'entends clairement Otto Scharmer aujourd'hui, sa Theory U, il est quand même professeur de MIT, hein, donc vous imaginez le crédit que ça lui donne. Il a écrit, son truc c'est un machin de développement personnel, truffé de références à l'anthroposophie, hein, Rudolf Steiner, etc. Et il le dit d'ailleurs très clairement dans la préface de son ouvrage. Et puis tout au cours de l'ouvrage, il y a plein de références à l'anthroposophie, qu'il faut quand même le rappeler, est un mouvement ésotérique et occultiste. Hein. Et aujourd'hui, Charmer vend son travail et des séminaires, et surtout, vous avez même des organisations universitaires, et j'en connais une qui m'est proche, qui utilise la méthode de développement personnel d'un Otto Scharmer pour dire voilà comment est-ce que vous allez réformer votre management dans les organisations. Vous allez faire un voyage avec la Theory U de Otto Scharmer, qui est rien d'autre qu'une ressucée bien camouflée de thèses, on va dire New Age, ésotériques et anthroposophiques. Puis l'autre, c'est Frédéric Laloux, qui lui, je pense, je sais pas, c'est le Ennio Morricone des symphonies pour instruments à vent et pour pipeau. Qui quand même a écrit un ouvrage dont l'ambition est à saluer, c'est-à-dire qu'il voulait retracer une espèce d'histoire de l'évolution des organisations depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, sauf que je pense que n'importe quel historien qui se penche sur cet ouvrage tombera en syncope, parce que c'est extrêmement peu rigoureux. Et puis, ce qu'il propose comme définition des entreprises opales, etc., c'est quand même à mourir de rire. Et puis en plus de ça, alors il vous dit que tout est affaire d'harmonie, de bien-être, de méditation, de yoga, de reiki et de ce genre de choses. Enfin, on est dans le grand n'importe quoi, et aujourd'hui, ces personnes-là ont une aura extrêmement forte, oui, jusqu'à, on va dire, influencer des cours dans les universités publiques. Pour moi, c'est un mystère. Pour moi aussi. Surtout Simon Sinek que je retrouve partout où je vais, j'entends partout comme étant une référence. Et il a un discours extrêmement creux. Ça m'étonnera toujours que des personnes comme Sinek ou Frédéric Laloux aient autant d'aura. Je ne comprends pas. Mais Sinek, il est très très bon. C'est-à-dire que c'est un bon orateur, et c'est aussi par ça que ça passe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je veux dire, vous lisez la phrase une première fois, vous vous dites ah ouais, c'est quand même vachement intelligent, puis vous la relisez une deuxième fois, vous dites en fait non, c'est complètement con. C'est ça. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une aisance dans sa communication, qui donne l'impression que c'est une personne en forte maîtrise de ce qu'elle raconte, mais quand on analyse ou on écoute véritablement ce qui est dit, c'est un vide total. C'est ça. C'est effrayant. Pour conclure, je voudrais évoquer l'antithèse, en fait, plutôt le contraire du management de merde. S'il y a un management de merde, ça suppose qu'il y a un management de qualité. Dans ce cas-là, comment vous le définissez, ce management de qualité, et comment vous le mettez en pratique? Je pense que ce dont on a le plus besoin aujourd'hui pour faire du management de qualité, c'est de donner aux managers, notamment quand on les forme, une compréhension de ce qu'est une organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les cursus des formations des managers, que ça soit des MBA ou que ça soit des formations continues, il y a des disciplines qui ont totalement disparu.
On fait plus de sociologie, on fait pas de sociologie des organisations, on fait pas d'anthropologie, on fait pas de psychologie sociale. Donc on a fait disparaître l'organisation de la carte. Alors on a des gens qui sont super bien formés avec des techniques, agilité, lean, enfin tout ce que vous voulez, à qui on dit vous devez faire une recherche sur vous-même et de transformer pour devenir un leader, etc. Tout ça c'est très bien, développer vos soft skills c'est très bien, mais par contre on leur donne pas les outils de compréhension de ce qu'est une organisation. Et pour moi un bon manager c'est quelqu'un qui d'abord est intéressé, il est curieux de comprendre son organisation, pourquoi ça résiste. Il est curieux, il devrait être étonné tous les jours que ça marche pas normalement. C'est-à-dire que quand tout marche, vous êtes manager, d'abord vous servez à rien, et puis vous vous rendez pas compte que l'organisation est là. C'est quand ça commence à pas marcher exactement comme vous voulez que vous vous rendez compte qu'il y a une organisation, puis que c'est peut-être que là vous avez un rôle à jouer. Donc moi la première chose que je ferais, c'est de réintroduire un peu de sociologie, un peu d'outils qui permettent aux managers de comprendre cette espèce de mystère qu'est l'action collective. Parce que c'est quand même assez mystérieux. Et là, je pense qu'il faut faire appel à des disciplines qui ont aujourd'hui disparu des cursus de formation. Moi, à titre personnel, j'utilise des outils extrêmement simples que je dérive, par exemple, d'auteurs classiques. Mais là, je vais passer pour l'espèce de vieux scrognonieux du management en évoquant Crozier, Friedberg, Simon, Bartsch, Mintzberg, Goffman, qui sont des espèces de vieux schnocks qui ont écrit dans les années 60 ou les années 70. Alors, c'est sûr qu'ils sont pas du tout glamour aujourd'hui. Mais par contre, les outils qu'ils nous donnent pour essayer de comprendre une organisation sont en tout cas pour moi extrêmement efficaces. Ils sont extrêmement simples et ils sont extrêmement efficaces. Et puis, au fond, que faire et comment est-ce que je le mets en pratique? Par le biais de la formation des managers. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un effort qui doit être fait sur la formation des managers et de revoir ces formations, qu'elles soient continues ou que ce soit des MBA, etc. Parce qu'au fond, aujourd'hui, les MBA, que vous le fassiez à Paris, à Genève, à Pétaouchnok ou au fin fond d'une jungle, c'est le même. Enfin, je veux dire, c'est le même programme et c'est les mêmes choses. Et souvent, on y a effacé ce qui faisait le sel et l'intérêt, qui est d'essayer de comprendre ce que sont les organisations et ces mystères. Et puis, ce qu'il faut faire surtout, on l'a pas évoqué, c'est faire disparaître les bullshit jobs, c'est-à-dire ce que David Graeber décrivait comme les jobs de merde. Moi, je me suis amusé je recueille à chaque fois que je suis sur LinkedIn des titres de personnes qui, vous savez, qui mettent juste en dessous de leur nom quelle est leur fonction. Généralement, vous mettez, je sais pas moi, manager, auteur, CEO et ce genre de choses. Voilà, quand vous avez des gens qui se présentent, je vous en prends, moi j'établis une liste qui s'appelle la recueil des titres et de fonctions tout pourris. Je me dis, quand on a quelqu'un qui se présente comme agitateur d'apprenants, porteuse de sérénité, esthète de la complexité, secouriste en santé mentale, réuniologue, technicien du collectif ou cultivatrice d'authenticité, de bien-être et de confiance, moi la première chose que je ferais, c'est que je fous dehors ces gens de les organisations parce qu'ils servent manifestement à rien. Eh bien, ce sera les mots de la fin. Merci Christophe. Merci Denis. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré au management de merde. J'en profite pour vous inviter à lire l'ouvrage de Christophe Genoux intitulé Leadership, Agilité, Bonheur au travail, Bullshit, livre paru en 2023 aux éditions Vuibert. Merci et à très bientôt.